Ça marche. Ça va, Maxou? Ça va et toi, tu vas Ben bien? ouais, hein. La forme? Très très bien. Franchement, ça Depuis me le fait temps? plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Bienvenue à Dubaï. Merci. Et en plus, je viens ici au mois d'avril et ça va encore, hein. Franchement, la température, je On m'attendais à plus est, chaud. on est D'habitude, je à, vais en hiver. on est à la dernière limite là. À partir de mai, ça va commencer à chauffer On a encore jusque. des chemises et des polos qui sont pas tout mouillés. C'est ça. Jusque Donc c'est cool. septembre, ça va être un peu compliqué. Et puis à partir d'octobre, ça recommencera avec des températures plus supportables. Allez, chouette. Bah, tu sais que chez moi, les investisseurs, ils se réveillent, hein. Oui, j'ai suivi un petit peu l'actualité. Là, c'est vrai qu'en ce moment, on a pas mal de personnes qui nous contactent. Bah, je disais, c'est quoi les nouvelles actus ici à Dubaï? Ça bouge un petit peu. Là, j'ai vu, il y a des trucs qui sortent de terre de partout. Là, j'ai pris la Al Khail Road. Ça construit encore plus que la dernière fois. En 4-5 mois, c'est un truc de dingue. Alors effectivement, le marché ne cesse de se développer. Il y a toujours de plus en plus de projets qui sortent dans les différents quartiers que tu connais déjà, des quartiers qui étaient déjà presque saturés, des quartiers qui étaient en plein développement, etc. Donc effectivement, les promoteurs aujourd'hui sont toujours présents pour nous apporter des nouveaux produits à proposer aux clients. Donc le marché se porte plutôt bien en ce moment, oui. Tiens, Max, les 3 derniers clients que je t'ai envoyés, qu'est-ce qu'ils ont acheté comme type de bien? Parce que moi, j'ai vu le follow. Je t'ai envoyé des personnes qui devaient acheter des petites unités. Ils sont passés sur plus gros. Explique-moi un petit peu comment ça se passe. Alors, grosso modo, sur les derniers clients, effectivement, on a fait une belle opération récemment sur un client qui était parti plutôt sur un investissement au départ locatif et puis qui a commencé à se projeter aussi un petit peu plus à titre personnel puisque par rapport à tout ce qui se passe un petit peu en Europe, etc., quand il a capté les opportunités qu'il y avait ici, qu'il a fait le comparatif avec ce qu'il pouvait faire en Belgique, les liquidités disponibles qu'il avait, finalement, il a complètement switché son projet et on est parti sur une maison. Donc, Ok. où là, il a grosso modo essayé d'optimiser au maximum les portes de sortie. Au départ, il était parti dans un investissement locatif, ce qui pourra être le cas évidemment avec la maison quand elle sera livrée, mais aussi un usage personnel si jamais il décide de venir s'installer pour finir, et éventuellement aussi peut-être une revente avec une plus-value sympa à la sortie. Puisque dans le marché actuel, on a plutôt tendance à payer les maisons un peu moins cher quand on les achète sur plan que quand elles sont déjà livrées, qu'il a vraiment optimisé maximum de portes de sortie possibles sur son investissement. Bah, tu vois, ce que je remarque, c'est marrant parce que quand on a démarré ce partenariat il y a presque 2 ans maintenant, j'ai l'impression que la tendance s'inverse. Avant, les gens avaient peur de venir investir à Dubaï et moi, j'ai de plus en plus de clients qui ont peur de laisser leur patrimoine et leur argent en Europe. Donc, je ne sais pas si c'est une tendance que toi, tu remarques ici, mais j'ai de plus en plus de personnes qui me disent, écoutez, voilà, j'envisage Dubaï. Au début, c'était pour faire un investissement locatif et finalement faire de la croissance de patrimoine. Mais ici, on a beaucoup de sécurisation aussi. J'ai des gens qui me disent, écoutez, voilà, j'ai du parc immobilier, j'hésite à le vendre, j'hésite à le placer à l'étranger, parlez-moi de Dubaï. Notamment des personnes que je t'ai envoyées qui veulent faire effectivement, pourquoi pas, un exit de capital au niveau de l'Europe et se disent, tiens, Dubaï, je dois absolument me positionner sur ce marché. Tu remarques ça aussi? Alors effectivement, il y a évidemment une tendance qui est aujourd'hui beaucoup plus prononcée qu'à l'époque. Moi, je suis ici depuis début 2021, donc on va bientôt arriver à la 5e année. Donc évidemment, le marché il a évolué, mais la clientèle a évolué également et les objectifs des clients ont aussi évolué. Et il y a deux réponses à ce que tu es en train d'expliquer. C'est qu'effectivement, l'Europe de manière générale est dans une position qui est un peu compliquée à tous les niveaux, que ce soit politique, social, financier, immobilier, enfin tous les sujets qu'on connaît. Et donc effectivement, toutes les personnes qui ont un peu de capitaux de côté cherchent des solutions pour essayer d'avoir des meilleures rentabilités, d'avoir des projets un peu plus intéressants, un peu plus de sécurité. Et de la croissance Et de aussi. la croissance, puisqu'on est dans un secteur qui a plutôt tendance effectivement à augmenter plutôt que l'inverse, ce qui est un peu l'opposé en Europe à l'heure actuelle. Et la deuxième partie de la réponse, c'est aussi qu'il faut comprendre quelque chose, c'est qu'en 2021, en plein Covid, on est sur la première vague des investisseurs. Donc, il y a encore les sceptiques, en réalité. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, aujourd'hui, moi, ça m'arrive de commercialiser des produits à des personnes, des investisseurs avec qui je parle depuis 2021 ou qui nous avaient consultés à l'époque, où on vendait des studios dans des quartiers un peu reculés qui coûtaient 100 000 euros, qui avaient peur d'investir et aujourd'hui qui coûtent 180 000 ou 200 000. Mais le discours de l'investisseur, il est le suivant, c'est que c'est beaucoup plus safe d'investir aujourd'hui que d'investir il y a 3 ou 4 ans. C'est un peu le discours que nous, on entend. Il y a une certaine maturité de marché qu'on Exactement, n'avait pas avant. exactement. Il y a eu la première vague qui a acheté sur plan en plein Covid, quand Dubaï n'était pas encore aussi connu, faisait pas encore autant parler de lui comme c'est le cas aujourd'hui en Europe de manière plus générale. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont acheté sur plan, avec qui ça s'est super bien passé. Ils ont pu déjà comprendre
comment fonctionnait le marché immobilier Dubaï, comprendre qu'ils étaient réellement sécurisés et que c'est pas que des discours quand on dit que l'argent est déposé sur un compte séquestre, qu'on sera là pour les accompagner jusqu'à l'état des lieux, la remise des clés, etc. Donc il y a une première vague d'investisseurs qui a suivi le marché, le processus complet, entre l'achat sur plan, la réservation et la mise en location. Et du coup, en dehors du fait que les prix de l'immobilier de manière générale ont évolué, il y a aussi les clients qui sont beaucoup plus rassurés et qui, eux, peuvent diffuser l'information. Mais je pense aussi que c'est lié au fait que Dubaï Immo fonctionne comme ça. Moi, c'est ce que les clients me disent. Vous avez votre référence par rapport à votre manière de travailler. Ce n'est pas le cas partout. Moi, c'est ce que je cherche aussi d'un partenaire ici sur Dubaï. C'est ce que tu viens de dire, c'est que vous fassiez vraiment forcément la vente, mais le suivi, la construction, suivi des plans de paiement, mise en location, mise à revente s'il le fallait. Et ça, je pense que c'est aussi la notoriété et la sécurisation de travailler avec vous. Moi, personnellement, je n'envisage pas de faire autrement. Tu vois. Ici, pour en revenir au premier sujet, j'ai aussi des changements législatifs en Belgique. Donc, je ne sais pas si tu es au courant, mais par exemple, on va vers la taxation des loyers réels. On va vers la taxation des plus-values réelles. Donc, en France, toi, tu es français, je pense. Oui. En France, c'était déjà le cas depuis un moment, mais en Belgique, on était toujours taxé avec un revenu cadastral. Donc, c'est-à-dire qu'on avait une petite taxe de quelques centaines d'euros une fois par an sur son bien immobilier. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de taxer les loyers. On parle de plus en plus de prendre 15, 20, voire 30% de plus-value aux gens qui revendent leur immobilier. Et j'ai pas mal de gens qui me contactent pour sécuriser ça et éviter cette problématique, sans oublier la crise de l'énergie. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un PEB en Belgique et il parle de restreindre l'octroi des crédits pour les futurs acquéreurs pour les logements énergivores, ce qui veut dire que la valeur de ces biens-là, qui aujourd'hui reste correcte, est sensiblement en train de diminuer. Est-ce que ces investisseurs-là vont pouvoir se retrouver à Dubaï avec finalement moins de problèmes? Est-ce qu'ils vont pouvoir, dans l'avenir, continuer à faire des belles plus-values et des beaux rendements locatifs? Alors, tu as raison de repréciser ce point-là qui est selon moi le plus important. C'est qu'en fait aujourd'hui, et ça je pense que c'est une règle un peu universelle, c'est vrai dans le monde entier, c'est que l'immobilier, c'est toujours une conséquence de plein de facteurs en réalité, micro ou macroéconomiques. Des décisions politiques, économiques, fiscales, juridiques, écologiques, enfin peu importe. On a tendance à dire que dans une économie, quand l'immobilier va bien, tout va bien. Grosso modo, c'est un peu... Voilà, exactement. Et en fait, tout ça, ça résume en réalité un petit peu le dynamisme qu'il y a dans le marché immobilier de Dubaï. C'est qu'aujourd'hui, on a d'un côté l'émirat de Dubaï avec un émir qui, à chaque fois qui prend des décisions, sont toujours dans le bon sens. En tout cas, c'est notre avis. Dans un sens économique. Dans un sens économique positif. Et en Europe, ça a tendance à être plutôt quand même l'inverse, où chaque décision qui sont prises sont toujours pour essayer d'aller... taxer, prendre de l'argent là où ils peuvent le prendre. Alors effectivement, France, Suisse, Belgique, Luxembourg, les règles sont un peu différentes, mais dans l'absolu, ça se ressemble un peu. C'est qu'on essaie d'aller chercher de l'argent là où on peut. Donc ce qui n'est pas taxé aujourd'hui, ça le sera demain. Et puis quand c'est pas taxé à gauche, c'est taxé à droite. Donc je pense que c'est vrai, c'est très vrai ce que tu dis. Je pense qu'en fait, il y a vraiment deux univers, deux mondes, deux visions différentes, où dans le cas de Dubaï, on va être sur une création de valeur par la croissance, où on va partir du principe que quelqu'un qui investit son argent à Dubaï crée de la valeur, va créer de l'emploi, va créer de la richesse par sa consommation, alors qu'en Europe, on va plutôt être dans la création de valeur par la taxation. On va appauvrir malheureusement les gens et leur prendre des taxes pour réussir à renflouer des caisses qui sont vides de toute manière. Et donc, de facto, je pense que c'est très intelligent de se dire, tiens, moi j'ai du capital, j'ai du patrimoine dans un endroit qui est en train de décliner, je convertis ce capital en liquidité et je l'investis dans un endroit où il va y avoir de la croissance. Et est-ce que justement l'arrivée de Trump au pouvoir joue ici à Dubaï aussi? Parce que ça me fait rebondir là-dessus. Tu parlais de décisions politiques, tu parlais de conjoncture économique. On a eu la guerre en Ukraine qui a fait beaucoup de bien à Dubaï. Ici, je sais qu'en Europe, il y a pas mal de craintes par rapport à l'arrivée de Trump, les taxes, les douanes, etc. Est-ce qu'à Dubaï, on voit encore une augmentation, ou est-ce qu'on s'attend à une augmentation dans la valeur des actifs immobiliers suite à ça? Alors, c'est une très bonne question. Je vais essayer d'y répondre de la manière la plus objective possible. Alors, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Évidemment, l'immobilier, encore une fois, c'est une conséquence de plein de facteurs. Et aujourd'hui, dans un univers qui est ultra mondialisé, donc les conséquences à gauche vont avoir des incidences à droite, etc. Et d'ailleurs, on vient de le voir là sur ces derniers jours. Donc, je ne sais pas si c'est à ça que tu faisais référence, mais notamment, par exemple, les décisions économiques de Trump ont eu des impacts très importants. Par exemple, sur la valeur du dirham face à l'euro.
puisque indépendamment du dirham avec le dollar, il y a forcément des conséquences qui sont liées. Donc oui, évidemment, une décision de Trump a des conséquences sur l'immobilier de Dubaï, et si ça n'a pas des conséquences directement sur l'immobilier, ça a des conséquences sur la monnaie, sur l'économie, donc in fine sur l'immobilier. Tous les gens, par exemple, qui ont l'habitude d'avoir des capitaux placés en actions, éventuellement, on dit toujours que l'immobilier et l'or également, d'ailleurs, il y a un lien, parce que depuis les dernières semaines, l'or a tendance à grimper, parce que c'est des valeurs refuges, ça a toujours été considéré comme ça, l'or et l'immobilier. Donc maintenant, de là à dire est-ce que les prix vont continuer de grimper sur les prochaines années, je pense que c'est une question qui est un peu trop complexe, mais ce qui est sûr, c'est que tous les indicateurs qu'on a aujourd'hui sont favorables. On a une croissance démographique, on a de plus en plus d'entrepreneurs qui viennent implanter des sociétés, on a de plus en plus de tourisme, on a un gouvernement qui met en place des choses pour développer les infrastructures du pays, pour attirer toujours de plus en plus de monde, pour avoir des conforts de vie de mieux en mieux aussi. On voit aussi, nous, dans notre typologie de clients, ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, au départ, on vendait beaucoup de petits appartements. Des gens qui arrivaient un peu frileux, qui voulaient un peu sonder le marché, qui faisaient de l'investissement locatif. 150 000 euros, exactement, ouais. Même un peu moins à l'époque, mais un studio, un appartement, une chambre, enfin de l'investissement locatif, parce qu'il y avait une grosse vague d'immigration qui était aussi très célibataire et très un peu comme à l'époque, rêve américain, j'arrive avec mon sac à dos et je tente ma chance. Et aujourd'hui, moi, je le vois dans la typologie de mes investisseurs, c'est de plus en plus de familles qui viennent s'installer. Donc là, la décision, elle est évidemment beaucoup plus importante de conséquences, puisqu'une famille qui vient s'expatrier avec ses 2 ou 3 enfants adolescents ou à l'école primaire, c'est une décision importante de déscolariser ses enfants en France pour les rescolariser ici. Donc l'idée, c'est pas de faire un va-et-vient sur 1 an ou 2 ans. Évidemment. Les gens se projettent. C'est pour ça qu'on est en croissance démographique. Ils ont annoncé qu'on devrait dépasser le seuil symbolique des 4 millions d'habitants là, au 3e trimestre 2025. Évidemment, tout ça, c'est des gens qu'il faut loger. Donc oui, on a des indicateurs externes qui sont positifs et qui nous laissent penser que l'immobilier va continuer à croître. Jusqu'à quand ? L'avenir le dira. C'est le plan de Dubaï, de toute manière, 2040, c'est 7 millions d'habitants. Exactement. Ils veulent encore, grosso modo, doubler la population d'ici 15 ans. Si tout se passe comme prévu, il y a encore un bel avenir devant nous. Mais je pense qu'aujourd'hui, et ça c'est vraiment l'intérêt de nos échanges, c'est d'avoir des vrais piliers ici à Dubaï et des vrais piliers en Europe et notamment en Belgique, comme c'est ton cas, pour qu'on puisse travailler sur des relations de confiance en réalité entre l'investisseur au départ, l'agent immobilier intermédiaire et le promoteur in fine. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans un marché d'opportunités. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que forcément, y a des personnes qui viennent s'installer ici sans forcément avoir de bagages immobiliers derrière. Ouais. Donc ça peut avoir des conséquences un peu néfastes parce que quelqu'un qui vient se mettre à faire de l'immobilier aujourd'hui sans expérience, etc., évidemment, ça peut vite être compliqué. Et en face de ça, on a aussi, évidemment, des promoteurs qui ont capté l'opportunité, et on le voit de plus en plus, des promoteurs qui viennent s'implanter de l'étranger ici aux Émirats. D'ailleurs, ça me fait penser au fait de... Là, je suis sur un appartement. On loge en famille dans un appartement 170 mètres carrés. Enfin, franchement, très très bel appartement de prime abord. Et je ferai une vidéo là-dessus. Les finitions, c'est dégueulasse. Quand je vois les plafonds, la manière dont ils ont coupé les cornières, les joints de silicone, ils ont même été vissés les parquets flottants. C'est un truc de dingue. Et ça me permet de rebondir sur le fait qu'avec vous, j'ai la certitude que mes clients n'achètent pas ce genre de produits, qui vont se positionner sur des beaux projets avec des bons promoteurs qui ont une qualité de finition qui répond aux exigences de ce que nous, on a en tant qu'Européens comme standard. Et ça, je pense que c'est très important pour l'audience qui nous écoute de comprendre qu'il faut faire évidemment confiance, mais il faut aussi faire attention avec qui on travaille à Dubaï. Moi, en tout cas, ce qui me sécurise le plus, et aussi pour le nom de ma marque Easyhome, qui est une référence en Belgique, c'est d'amener mes clients sur un marché qui est exotique, mais avec des personnes de confiance qui connaissent les produits, qui connaissent le secteur et qui vont leur vendre quelque chose qui va répondre aux standards que nous avons. Comment est-ce que vous avez fait pour sélectionner ces promoteurs-là ? C'est sur base de l'expérience aussi, parce que des fois, on a des très très beaux projets sur plan, mais dans la réalité, ça ne colle pas du tout. Exactement, et tu fais bien de le préciser, et je pense que l'essentiel de l'échange, il est là, et que c'est ce que tous les investisseurs de Belgique, de France ou d'ailleurs dans le monde doivent prendre en considération, c'est l'aspect numéro 1 en réalité. Nous, on explique souvent à nos investisseurs, nous, on va prendre la responsabilité, grosso modo, des projets qu'on va commercialiser. Maintenant, l'investisseur
a sa part de responsabilité dans l'agence immobilière et l'agent immobilier avec lequel il va travailler. Aujourd'hui, on est dans le monde des réseaux sociaux. On peut quand même avoir accès facilement aux informations. Et l'idée, c'est que c'est à la fois favorable et à la fois défavorable. Et c'est là où il faut être vigilant. C'est qu'on le voit très bien. Hein. Moi, je ne suis pas très branché réseaux sociaux, donc je n'ai pas pour habitude de faire des vidéos toutes les 5 minutes dans les appartements témoins, puisque de toute façon, il n'y a rien de plus à dire que ce qui est déjà dit. C'est juste les visages qui changent et les appartements, c'est toujours les mêmes. Hein. L'appartement témoin à gauche, on en a vu assez. Voilà, exactement. L'idée, c'est d'essayer de rentrer plutôt dans des échanges de fond, et c'est un peu le sujet qu'on est en train d'aborder. C'est que faire une vidéo Instagram, bien montée, bien coupée, bien écrite en amont pour avoir un bon discours, c'est très facile. Bah oui, j'en fais plein, il suffit de regarder, évidemment. Mais l'idée, c'est que quand on a quelqu'un qui fait des vidéos sur Instagram et que quand on voit qu'il n'a pas sa broker card ou que sa broker card elle date d'il y a 3 mois ou que son profil Instagram date d'il y a 3 mois, c'est assez facile d'avoir accès à cette information. Donc l'investisseur, in fine, doit prendre sa part de responsabilité pour se renseigner sur l'agence immobilière avec qui il est en train de travailler et l'agent immobilier en question. Parce qu'il y a une chose qui est, sur laquelle on ne peut pas tergiverser, c'est qu'il faut de l'expérience. Okay, il n'y a que quand vous avez un cursus complet avec un promoteur, qui dure en moyenne à peu près 2 ans, entre la vente sur plan et la livraison. C'est pareil. On parle des personnes qui font des vidéos Instagram, mais les promoteurs, c'est tout aussi facile de faire une brochure et une maquette. Construire le projet après, c'est un peu plus compliqué. Donc l'idée, c'est de se dire, OK, j'ai trouvé un agent immobilier sur Instagram, X ou Y, qui fait des belles vidéos. Ok, très bien, mais maintenant, c'est quoi son expérience ? Et c'est pour ça aussi que vous sélectionnez les partenaires avec qui vous travaillez. Exactement. Parce que moi, dans mon cas, j'en fais pas mal des vidéos, mais derrière, il y a de la matière. Il y a une vraie entreprise en Belgique, il y a des années d'expérience, il y a des collaborateurs, il y a de la création de valeur. Mais ce qu'on voit souvent aussi à Dubaï, c'est des gens qui font des vidéos qui sont peut-être même pas agents immobiliers finalement. Exactement. Ou alors qu'ils le sont depuis très peu de temps. Et après, il y a évidemment plein de gens compétents. Ouais, attention, il y a plein de gens compétents. Mais l'idée, c'est que l'investisseur doit justement avoir ce recul en se disant, OK, une vidéo Instagram, c'est bien, une maquette, c'est bien. Maintenant, concrètement, de quoi on parle ? Quelqu'un qui n'a pas d'expérience en tant qu'agent immobilier, en tant que personne, face à un projet commercialisé d'un promoteur qui n'a jamais rien livré sur Dubaï, ça fait quand même 2 éléments qui doivent interpeller. Nous, aujourd'hui, alors on ne fait pas de miracle, on ne fait pas de magie, on ne voit pas l'avenir, mais on a une expérience. Donc on a un passé, on a un passif qui nous permet exactement de savoir, OK, ce promoteur-là, on a travaillé avec lui il y a 4 ans ou 5 ans quand on était déjà là, avant la guerre Russie-Ukraine, etc. Résultat des courses, il a livré 1 an en retard, il n'a pas livré de la qualité, etc. On a appris de nos erreurs. Okay, la chance qu'on a eue, c'est que les prix de l'immobilier ont explosé. Ça nous a protégés. Maintenant, reproposer ce produit-là à un client, c'est plus une erreur. Ça devient un mensonge. Okay, c'est là où on veut en arriver. Et aujourd'hui, on a, nous, le recul pour dire, quand on voit une publication d'un agent immobilier qui dit « ce promoteur-là, il est top », alors que nous, on sait pertinemment, parce qu'on l'a vécu l'expérience, que c'est faux. Et ça, c'est vérifiable, on peut le savoir assez facilement. Et qu'est-ce qui pousse, tu penses, ces agents immobiliers à proposer ces projets-là plutôt que les bons ? Parce que je pense que sur tous les promoteurs qu'il y a à Dubaï, on en a sélectionné ensemble une partie, on en a exclu une autre. Pourquoi, du coup, ces projets-là fonctionnent quand même ? En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est une très bonne question, et il faut comprendre une chose, c'est qu'on entend souvent, encore une fois sur les réseaux sociaux ou peu importe, des personnes qui vont dire regardez, mon client, il a acheté avec moi il y a 3 ans, parce que je travaille chez X ou Y promoteur, parce que j'ai proposé en tant qu'agent immobilier X ou Y produit, donc les gens, ils ont gagné de l'argent parce que c'est moi qui ai choisi pour lui. Ce qui est évidemment faux, marché, exactement, puisque n'importe qui a acheté n'importe quoi il y a plus de 2 ou 3 ans a forcément gagné de l'argent. Donc il n'y a pas de lien entre l'agent immobilier et le fait que les prix ont explosé. C'est grâce à personne, si ce n'est que le marché de manière générale. Maintenant, on arrive dans un marché effectivement où on a des investisseurs qui ont besoin, pour des raisons de liquidité, d'avoir des plans de paiement. Et c'est un peu ça le sujet aujourd'hui. C'est pas vrai dans tous les cas, mais c'est souvent comme ça que ça fonctionne. C'est que quand vous avez des plans de paiement à rallonge, très souvent, c'est que ça devient des arguments de vente pour les promoteurs. Et quand vous avez en face de ça des promoteurs qui arrivent à faire sold out en 48 heures sur des projets où ils n'ont pas de plan de paiement, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, même les investisseurs qui sont derrière sont des investisseurs qui sont beaucoup plus solides, etc. Donc ça veut dire, Maxence, pour traduire ce que tu dis, c'est que d'un côté, tu as les promoteurs qui sont obligés de faire du discount pour pouvoir vendre leurs produits avec des plans de paiement qui d'apparence sont géniaux et qui te permettent de payer en 8 ans.
mais que derrière, c'est peut-être pas eux qui vont livrer ce que nous attendons en tant qu'Européens à obtenir, parce que s'ils avaient la légitimité, les références de ce qu'ils proposent, pourquoi est-ce qu'ils iraient proposer des plans de paiement à rallonge alors qu'ils savent qu'ils vont faire des ventes assez rapidement, assez facilement. Exactement. Donc l'enjeu ensemble, moi, c'est d'amener des investisseurs sérieux. Évidemment, on peut avoir des plans de paiement pour eux, mais alors la grosse plus-value que toi, tu vas avoir en m'accompagnant, c'est le fait d'avoir accès à ces projets et d'avoir ce que vous appelez les marques d'intérêt, qui vont vous permettre d'avoir des unités réservées dans des projets de qualité. Exactement. Et qui vont permettre à mes investisseurs d'avoir un beau produit rentable et en toute sécurité. Exactement. Alors, ce que j'explique, c'est vrai dans 90% des cas. On a encore sur le marché certains promoteurs qui sont capables de proposer des plans de paiement parce que derrière, ils sont très puissants financièrement, mais aussi parce qu'on est par exemple, dans des nouveaux quartiers. C'est le cas avec, par exemple, Dubai Land depuis quasiment 1 an maintenant. Comme c'est un quartier qui est un peu nouveau, le plan de paiement devient presque un argument de vente, pas par rapport au promoteur, mais par rapport au quartier, pour dynamiser un petit peu. Faites confiance à cet endroit. Exactement. Exactement. Mais quand on va arriver à saturation, les plans de paiement vont finir par s'arrêter. Et c'est ce qu'on explique aujourd'hui. Moi, quand j'ai des investisseurs qui m'appellent en me disant je veux acheter aujourd'hui et revendre dans 6 mois, c'est un sujet dans lequel on essaye de pas trop s'engager parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'affaire du siècle, elle n'existe pas. Je pense qu'on n'est pas dans un marché. Les prix ont plutôt tendance à grimper. Donc, hormis le fait de faire un distress deal, de récupérer un contrat à l'époque ou que ce soit, mais acheter un produit avec un promoteur sur plan, etc., je n'ai pas le sentiment qu'on puisse payer 20 ou 30% moins cher que les prix du marché. C'est ça. Ça n'engage que moi. Mais les plus-values sont tout à fait possibles. Évidemment. Comme on l'a fait d'ailleurs pour le dernier client. On l'a fait à plusieurs reprises, mais c'est très ciblé, c'est presque chirurgical. Mais là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, je pense que pour l'investisseur, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut être plutôt dans une logique de bien acheter. Et quand je dis bien acheter, je parle du quartier et du promoteur. Après, la plus-value va se faire par l'évolution des prix du marché de manière générale. Exact. Mais vouloir acheter aujourd'hui en dessous des prix du marché, on n'est pas dans un contexte économique aujourd'hui qui permet à un promoteur de se positionner en lançant un produit 30%. Pourquoi il le ferait? Exactement. C'est plus une arnaque qu'autre chose, quoi. Arnaque, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est de la pure spéculation. C'est-à-dire que miser sur un quartier avec un produit qui sort, c'est un exemple, un studio à 250 000 €, qui lance un deuxième projet juste derrière avec un studio qui fait déjà 275, ça ne veut pas forcément dire mécaniquement qu'on a déjà fait une plus-value. Oui, puis c'est pas ça que ça veut dire. Tu as le micro, parce que peut-être que le premier projet, il va y avoir une vue sur Burj Khalifa et que le deuxième, c'est une vue sur les cuisines de l'hôtel à côté. Exactement, et tu as raison de le dire. C'est très important, ça c'est ce que tu étudies aussi, parce que tu étudies les plans. Et je n'ai pas encore rencontré d'agent immobilier qui allait si loin dans l'étude d'un projet et des incidences de tout ce qu'il y a autour. Alors, je ne vais pas donner de promoteur, je ne vais pas donner de quartier, mais on a vécu l'expérience il n'y a pas plus de 6 mois, où là, il va y avoir des vrais déçus à la remise des clés. C'est qu'on a vu un projet sortir avec évidemment 2 expositions, côté face avant et face arrière de la résidence, où en fait, vous aviez effectivement une vue golf sur la face arrière de la résidence. Du coup, beaucoup de personnes pensent qu'ils auront une vue golf à la remise des clés. Mais il y avait un énorme terrain juste derrière et il ne fallait pas être un génie en mathématiques pour comprendre qu'il allait y avoir en fait un chantier qui allait y avoir juste derrière. Et bingo, 3 mois après, il y a un projet qui se lance. Donc des gens pensent avoir acheté une vue golf, ils vont se trouver avec un immeuble littéralement à 15 mètres de leur façade. Ils ont acheté au prix vue golf. Et ils ont acheté au prix vue golf, évidemment. Donc c'est un peu tout ça qu'il faut étudier avant de se lancer dans un projet. On est capable de le faire et beaucoup sont capables de le faire. Encore une fois, il y a beaucoup de gens sérieux. Mais l'idée, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas sérieux. Donc, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, l'investisseur, il a sa responsabilité dans le choix de l'agence immobilière avec qui il va travailler. Si tu devais donner 3 conseils justement à l'investisseur qui se dit tiens, ok, moi je vais aller à Dubaï, ces 2 gars-là, ils ont l'air bien. Maintenant, comment est-ce que de manière totalement objective, moi, avec mon libre arbitre, je suis investisseur, j'ai envie de faire confiance à quelqu'un sur le marché de Dubaï, j'ai envie de me positionner. 3 points, vraiment les 3 points clés pour se dire ok, cette personne avec elle j'y vais, cette personne avec elle je me méfie. Je pense que le premier point, et ça c'est très clairement objectif, ce que je veux dire est sincère, il faut comparer. C'est-à-dire qu'il faut parler à plusieurs personnes. Ça va permettre de comprendre qui est sérieux et qui ne l'est pas. Je veux dire, quand on a un minimum de recul et d'expérience, c'est le cas de nos investisseurs, ils savent poser les bonnes questions. Exact. C'est un peu ce que l'on disait. Vous avez une responsabilité en tant qu'investisseur.
à choisir l'agence et l'agent immobilier. Une fois que vous avez pris votre décision, c'est que vous avez considéré que la personne vous a donné les réponses à vos questions, vous avez mesuré son histoire et son expérience et vous avez considéré que c'était bon pour vous. Et il y a eu aussi cette histoire de feeling. Moi, ça m'arrive avec des personnes de discuter, de dire voilà, écoutez, j'ai discuté avec 2-3 personnes intéressantes, mais j'ai un bon feeling avec vous. Et j'ai des clients avec qui on a eu des bons échanges. Et derrière, j'ai plus de réponse. C'est certainement parce qu'ils ont eu un bon feeling avec quelqu'un d'autre aussi. Mais l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur, dans un premier temps, alors, avant la relation, c'est d'abord mesurer, effectivement, l'histoire et l'expérience des uns et des autres. Ensuite, il y a cette histoire, effectivement, de feeling, des intérêts communs, une vision commune. Cette semaine, j'ai eu un investisseur au téléphone qui a un ami qui a investi avec une autre agence. Et donc, du coup, il a été mis en relation avec. Et en fait, il me dit, moi, dans son discours, je me reconnais pas. Pourtant, ils sont très sérieux, ils sont très bons, mais la vision que eux ils ont du marché, c'est pas la même que moi j'ai, où la stratégie d'investissement est totalement différente. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Non, ça veut dire que après il y a aussi une histoire de, tu peux très bien aimer un restaurant et moi un autre, alors que les deux sont très bons. Exactement. On a des goûts et voilà des sensations différentes. Donc je pense que ça c'est le premier point. Ensuite, une fois qu'on a fait cette confiance là, en principe le reste doit suivre, puisque si on a fait confiance à la personne et qu'on a vérifié son expérience, on est censé maintenant être sur le fait que le projet qu'il proposera, ça n'empêche pas d'aller vérifier aussi les informations, mais par définition, normalement, l'agent immobilier doit être capable de tracer l'histoire de ce promoteur en expliquant pourquoi je travaille avec celui-ci et pourquoi pas un autre. Je vais prendre l'exemple d'un quartier qui fait fureur depuis grosso modo 1 an. Ça, c'est un engagement personnel, hein, c'est aussi une vision personnelle, mais aujourd'hui, on a des promoteurs dans le même quartier qui proposent les mêmes prix, d'accord. On a des promoteurs qui n'ont jamais rien livré, des promoteurs qui ont déjà livré. Et quand ils ont déjà livré, on sait, on a vu, on a des vidéos qu'on peut partager, que ce promoteur a livré de la super bonne qualité. Oui, en plus, tu es allé sur place puisque tu les as Exactement. vendus, évidemment. Donc aujourd'hui, où est le débat ? J'ai un promoteur qui n'a rien livré, j'ai un promoteur qui a déjà livré de la qualité, c'est top, c'est réputé, etc. C'est au même prix. Où est le débat ? On peut mesurer. Si à la rigueur c'était moins cher de l'autre côté, on se dirait je prends un pari, jamais rien livré, c'est nouveau sur le marché, why not ? C'est moins cher, je prends le risque. Au même prix, il n'y a pas de débat, je pense. C'est mon avis, ça n'engage que moi. En tout cas, c'est ce que je dis à les investisseurs. Oui, si ce n'est des éléments micro du style une vue ou ce genre de choses. Évidemment, mais dans ce type de quartier, on est sur des vues similaires, des superficies grosso modo similaires. Donc si on fait des ratios au prix du mètre carré, on est sensiblement sur la même chose. Donc après, l'investisseur prend sa décision. Nous, notre rôle, c'est de venir apporter les éléments tels qu'ils sont factuellement. Et Maxence, est-ce que tu peux aussi parler, parce qu'on parle beaucoup d'investisseurs, donc nous, en Belgique, on parle d'investissement, on parle souvent d'investissement long terme, investissement locatif, etc. Et pour la plupart des gens, en tout cas des clients que je rencontre, ils pensent que Dubaï, c'est un marché pour de la location courte durée, alors qu'en réalité, il y a beaucoup plus de logements qui sont occupés par des expats et des personnes qui viennent travailler et vivre à Dubaï. Et aussi, on a le marché de l'achat-revente qui est très bon à Dubaï, avec des plus-values sur plan de paiement et ce genre de choses. On peut en parler 2 minutes parce que je pense que ça pourra vraiment intéresser les gens. Oui, bien sûr. Quels sont les différents types d'investissements qu'on peut retrouver sur le marché de Dubaï ? Typiquement, le cas classique, c'est tiens, voilà, moi, je voudrais acheter un appartement, mettre sur Airbnb, sur la marina, et je vais gagner beaucoup d'argent avec ça. Alors qu'en fait, en fonction du budget, en fonction de la vision qu'on a, c'est pas forcément la seule chose qu'on peut faire sur Dubaï. On peut très bien acheter une maison, la revendre une fois qu'elle est construite. On peut aussi acheter un studio et le mettre en location à quelqu'un qui va venir travailler à Dubaï et le louer à l'année. Exactement. Alors, encore une fois, je pense qu'il y a des choses qui sont vraies à Dubaï, mais qui ne sont pas vraies qu'à Dubaï. C'est des logiques universelles en réalité. Tu prenais l'exemple de la marina, on va le reprendre. Quand vous investissez à Paris, quand vous à Bruxelles, aujourd'hui, investir à l'avenue Louise, c'est certainement moins rentable que d'investir dans des quartiers périphériques. Investir sur les Champs-Élysées, c'est moins rentable que d'investir dans des quartiers périphériques. À Dubaï, ça n'échappe pas à la règle. Investir à la marina, statistiquement, ça s'apparente à être moins rentable que d'investir, par exemple, dans des quartiers reculés. Parce qu'on va faire un achat, ce qu'on appelle plutôt premium. C'est de la prime location, c'est des prime promoteurs, ça coûte super cher parce que c'est la marina. Donc, ça ne veut pas forcément dire que ce sera les endroits les plus rentables, mais c'est les endroits peut-être les plus liquides à la sortie, parce que c'est là où tout le monde veut acheter, parce que c'est déjà saturé, parce que c'est la marina, etc.
Donc, si on a quelqu'un qui veut faire un produit d'investissement locatif, c'est évidemment plutôt là qu'il faut être, ou proche de la Burj Khalifa, downtown, etc., pour du touristique, pour du saisonnier touristique. Mais attention à ne pas oublier une chose, c'est que Dubaï, on est dans un environnement où aussi vous avez des gens qui sont en transit pour le travail. Donc, quelqu'un qui est en transit pour le travail n'a pas forcément envie d'aller loger à la marina où les gens font la fête, etc. Donc vous avez aussi des quartiers qui sont un peu reculés, et ça a été vrai, ça a surpris beaucoup de monde, dans des quartiers comme Jumeirah Village Circle et Arjan, pour ceux qui connaissent, qui fonctionnent bien aussi en Airbnb, même si au départ, ce n'est pas une vocation touristique. Parce que ça ne vise pas que des vacanciers. Ça vise des gens qui viennent s'installer, qui n'ont pas encore leur Emirates ID, qui ne peuvent pas prendre un logement à l'année à leur nom. Donc, ils sont obligés d'être en Airbnb pendant au moins 1 mois ou 2, le temps d'avoir les papiers. Des gens qui viennent peut-être juste créer une société. Les gens qui sont dans le marketing digital, dans la finance, dans la crypto, enfin, toutes ces choses-là. Tout type de gens. Voilà. Qui viennent à Dubaï peut-être 1 semaine, 2 semaines. Du coup, ils n'ont pas d'intérêt à aller payer super cher un appartement à la marina, sachant qu'ils n'y seront jamais puisqu'ils sont là pour bosser. Donc, il y a tout. Et puis, évidemment, ce sujet-là va être aussi déterminé par le budget. C'est-à-dire, si j'ai 150 000 €, on peut faire des choses qui sont très sympas. On ne pourra pas forcément aller accéder à la marina. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise nouvelle, puisqu'on peut aller chercher des produits très rentables ailleurs. Ensuite, il y a celui qui veut aussi investir dans de la résidence plutôt secondaire. Donc, c'est un achat où lui, il ne va pas forcément raisonner en rentabilité. Il va raisonner en perception personnelle et en affectif, en se disant, c'est le bien qui me plaît, c'est ma priorité. Par contre, quand je ne serai pas là, je vais le louer. Exact. Donc, même si ça se loue un peu moins bien, ce n'est pas trop grave parce que ce n'est pas mon objectif principal. L'idée, c'est d'essayer de gagner quand même un peu d'argent quand je ne suis pas là. Je veux mon petit logement à Dubaï, enfin petit ou pas, mais je veux mon logement à Dubaï. Mais tant qu'à faire, je ne le laisse pas vide, je mets quelqu'un dedans quand j'y vais pas. Exactement. Et au moins, j'ai le meilleur des deux mondes. Donc, je ne suis pas le mec qui veut faire pognon. Je suis le mec qui veut y aller de temps en temps, qui veut se faire plaisir. Pourquoi pas un jour habiter à Dubaï dans quelques années, mais en attendant, je le rentabilise un minimum. Exactement. Et c'est dans ce cas de figure exactement qu'on va se retrouver souvent à acheter en plein centre-ville, donc du coup plutôt Burj Khalifa, Business Bay, Downtown, Shoba Heartland, etc. Ou plutôt JLT, Marina, Palm et JBR. Pour justement quelqu'un qui fait un achat personnel, pour plaisir, et qui va le louer quand il n'est pas là. Donc évidemment, c'est une très bonne idée. Ou alors plutôt des maisons aussi. Puisque forcément, quand on a des gens aussi qui veulent miser beaucoup d'argent, il y a aussi le sujet de la maison qui se met sur la table aussi. Entre l'appartement à la marina, je sais pas, qui fait 150 mètres carrés, ou la maison qui en fait 300 à 25 minutes du centre-ville, dans des communautés où vous allez avoir plage artificielle, lagune, piscine, terrain de basket, terrain de tennis, ces choses-là. Donc voilà. Et après, il y a l'investissement purement locatif, où là, comme dans toutes les villes du monde, les petites surfaces ont tendance à être les plus rentables. Studio, appartement, une chambre, parfois le 2 chambres, mais donc, attention aux charges de copro. Exact. Donc c'est ça. Donc vraiment tout va dépendre. Et ça c'est mon travail, moi, de bien sélectionner, de bien qualifier mon client, de voir quel est son profil, qu'est-ce qu'il veut finalement. Et au-delà de lui proposer un bien, je pense que c'est ça qui est très important, c'est qu'on va construire un plan d'investissement avec lui, on va construire un projet. Et de se dire, voilà, monsieur, vous, votre situation c'est ça. Voilà tout ce qui existe, monsieur ou madame, tout ce qui existe sur Dubaï. On peut faire du locatif, on peut faire ceci, on peut faire cela, mais quel est votre projet? Est-ce que vous voulez en acheter un? Est-ce que vous voulez en acheter régulièrement? Est-ce que c'est purement pour faire du locatif? Est-ce que vous êtes en train de préparer une retraite? Est-ce qu'un jour vous voudrez vivre dans un de ces logements-là? Comment voyez-vous votre vie? En fait, c'est ça, on est vraiment des acteurs du futur de nos clients. Exactement. On a tendance à dire qu'on va plutôt gérer ça comme des gestionnaires de patrimoine parce qu'on n'est pas juste là pour proposer, comme on disait, un appartement témoin, une maquette. Bonjour monsieur, j'ai 300 000 €, je veux un appartement, une chambre. Tenez, il y a ça. Ouais, et ça va un peu plus loin que ça. Et des fois, pour des budgets un peu plus élevés, effectivement, on peut aussi un peu jouer, presque comme si on faisait du placement financier plus que de l'immobilier, en se disant, OK, je veux une renta, mais je veux aussi un produit qui me correspond. J'ai 600 000 €, je ne suis pas obligé d'acheter un appartement à 600 000. Je peux acheter un studio qui va m'apporter une pure renta toute l'année, etc., avec une top renta, et un produit à 300 000 qui me convient plus à moi à titre personnel. Donc on peut aussi jouer un peu là-dessus. Et découper le budget. Il y a des personnes qui arrivent avec un budget d'1 million, qui pensaient acheter une maison, et finalement ils se retrouvent avec un appartement et 2 studios. Évidemment. Ouais. Et puis après, il faut aussi pas tomber dans le piège de l'urgence, parce que c'est le cas qu'on entend beaucoup ici. Des gens sont pressés de vendre parce qu'ils ont besoin de vendre pour pouvoir rester sur Dubaï. Si vous m'appelez aujourd'hui mais qu'il n'y a pas d'opportunité, on attendra 1 mois ou 2, on peut se permettre d'attendre. Notre vie ne dépend pas de chaque transaction qu'on fait. Donc on peut se permettre de patienter, que le bon projet soit là, on construit notre base de données, et c'est comme ça que chez certains promoteurs, quand il y a un projet qui sort, on est capable de faire 1 ou 2 étages sur l'espace de 10-15 jours, parce qu'on a déjà une base de données d'investisseurs avec qui on travaille depuis 2-3 mois et qu'on attendait le produit idéal en réalité. Ok, donc en résumé,
En résumé, le marché de Dubaï, il est plein d'opportunités. Maintenant, il faut vraiment s'y connaître. Moi, en tout cas, moi, je suis très content de travailler avec toi maintenant depuis presque 2 ans et on est parti pour de nombreuses années parce que perso, j'ai totalement confiance dans le fait d'amener mes clients chez toi et donc avec Dubaï Imo, évidemment. Et je pense que la relation fonctionne bien pour toutes les raisons qu'on a évoquées ici. Donc, merci. Ben, merci à toi. Merci pour la confiance aussi que tu nous as donnée et merci de servir de relais pour nous parce qu'évidemment, on travaille à distance dans l'essentiel des cas. Donc, pour beaucoup d'investisseurs, c'est compliqué de devoir faire confiance uniquement par téléphone. Donc le fait que vous soyez sur place, ça permet... Ça aide. Exactement, Ça ça aide pas pas mal. Donc merci à toi. Parfait, merci Max. Merci.